Bienvenue à nos auditeurs dans la deuxième saison de notre podcast intitulé « Regard croisé sur les opérations pharmaceutiques » où nous donnons la parole à des professionnels des opérations, achats, développement de produits, manufacturing, planification de la supply, logistique, data et intelligence artificielle, sans oublier bien sûr la sustainability. Bienvenue aussi à David Adout, vous êtes directeur des opérations chez Laboratoire Théa. Est-ce que vous pouvez vous présenter et introduire Théa ? Bonjour Fabrice, avec plaisir. Les Laboratoires Théa sont une entreprise familiale qui viennent à peine de fêter leurs 30 ans, dont le siège social est à Clermont-Ferrand et qui ont été fondés par Henri Chibré. La famille Chibré étant une famille qui officie dans l'ophtalmologie depuis 150 ans. D'accord. Les laboratoires Théa n'exercent exclusivement que dans le domaine de l'ophtalmologie. Nous sommes présents aujourd'hui dans 75 pays, nous avons 35 filiales. Le groupe représente environ 2200 personnes et réalisera cette année un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et l'industrie, vous êtes principalement en industrie externe ? Alors, on a un modèle qui est, je ne veux pas dire particulier, mais en tout cas une stratégie autour de notre modèle industriel qui repose vraiment sur 2 pieds. À la fois de l'internalisation, avec 2 sites, un en Italie qui a environ 500 personnes et un plus petit d'une 20aine de personnes à La Rochelle, mais un énorme réseau de sous-traitants industriels qui nous aident à fabriquer et à distribuer les plus de 20 spécialités différentes qu'on a dans notre portefeuille de produits. D'accord, donc ces sous-traitants, dans l'industrie pharma, ça s'appelle des CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization. Donc on va souvent parler des CDMO, voilà, en lieu et place des sous-traitants pharma. Alors comment justement vous définiriez un CDMO au-delà de ces quelques mots et surtout comment vous les sélectionnez ? Qu'est-ce que vous prenez en compte comme critères de sélection ? Alors peut-être juste avant de parler des critères, il faut dire 2 mots sur notre stratégie industrielle et la stratégie de l'entreprise. Alors, au-delà de ces quelques mots sur les CDMO, comment vous les définiriez et comment vous les choisissez ? Quels critères vous prenez en compte dans ce choix, qui j'imagine est un choix toujours difficile ? Alors, juste avant de parler de la sélection, je vais revenir peut-être sur le cadre industriel et notre stratégie industrielle qui est à l'origine de cette sélection. On a 3 axes majeurs dans ce cadre-là. Le premier, c'est que une de mes missions et celle de mes équipes, c'est d'assurer le support à la croissance de nos activités et de nos ventes, donc a fortiori de trouver des sous-traitants ou des CDMO qui vont pouvoir nous accompagner dans cette croissance. Mmh. Le deuxième point qui est assez fondamental aussi pour nous, c'est le fameux D de CDMO, donc le development, puisqu'on innove assez régulièrement et on recherche effectivement des capacités d'accompagnement de nos innovations, voire de l'innovation qui peut être aussi apportée par nos partenaires. Mmh. Et le troisième point, puisque nous sommes dans l'industrie pharmaceutique, elle est très réglementée, qu'il y a beaucoup d'évolution de ces réglementations, on veut être sûr aussi de trouver des partenaires qui vont pouvoir répondre à ces exigences de l'ensemble des normes qualité pharmaceutique. Mmh. Une fois qu'on a posé ce cadre, du coup, les principes qu'on suit aussi dans notre choix, dans nos choix industriels, sont de garder cet équilibre entre de l'interne et l'externe. Mmh. Donc globalement, nous aujourd'hui, on repose sur 30% d'internalisation et 70% d'externalisation. D'accord. Donc ce qui traduit concrètement par plus de 30 sous-traitants aujourd'hui qui officient dans notre réseau. Le deuxième principe qu'on suit, c'est d'être au plus proche de nos marchés commerciaux. Nous sommes principalement présents en Europe et sur le continent américain. Donc, très logiquement, la plupart de nos sous-traitants se trouvent aussi en Europe. D'accord. Troisième principe,
s'assurer qu'on va créer des redondances et du multisourcing. Donc on va développer un certain nombre de partenaires qui vont pouvoir répondre à nos besoins de fabrication et des besoins de fabrication égaux. Et enfin, le quatrième principe, c'est qu'on se met dans une logique vraiment de partenariat, c'est-à-dire que on veut créer des relations pour du long terme. Alors, quand on parle de long terme, c'est globalement la possibilité de signer des contrats ou des engagements à 10 ans et plus. D'accord. Et de participer, le cas échéant aussi, à des supports financiers, des accompagnements financiers. D'accord. Mais alors du coup, à cet horizon-là, j'imagine que c'est crucial d'aligner quelque part la vision que vous avez avec celle que vous donnez à vos sous-traitants et puis de s'aligner aussi avec eux sur vos stratégies respectives. Alors c'est effectivement fondamental puisque vu qu'on s'engage sur du long terme, que eux aussi on attend de leur part un engagement sur le long terme, il faut qu'à tous les niveaux de l'entreprise on puisse s'assurer que cette vision et cet engagement est partagé. Ça se traduit par différentes choses. La première, c'est que lorsqu'on sélectionne des nouveaux partenaires, on essaye de rencontrer l'ensemble des acteurs, vraiment de leur top management jusqu'aux personnes avec qui on va opérer, pour s'assurer, alors il n'y a jamais de garantie absolue, mais en tout cas s'assurer qu'on a un partage d'une vision et d'engagement commun et qu'on a une philosophie dans le domaine de la pharmacie qui peut être comparable. Et moi j'ai la chance en particulier d'avoir une direction qui s'engage aussi beaucoup dans ces relations-là et qui participe à ces échanges. D'accord. Et puis on essaye de prendre un certain nombre, alors je vais appeler ça de garanties, mais en tout cas de s'assurer que lorsqu'on va lancer le développement de produits ou le transfert de produits, on est dans le monde de la pharma, vous savez, quand on arrive le matin en se disant on va fabriquer quelque chose, on sait que le premier produit sortira globalement 4 ans après. Donc forcément, il faut que l'engagement long terme soit là et que derrière les partenaires puissent nous accompagner sur cette durée. Alors 10 ans, c'est à la fois long et court. Quand on regarde un peu comment a évolué l'industrie pharmaceutique, il y a eu d'abord une vague de création ou d'enrichissement de ces CDMO via des carve-out de sites industriels. Et la deuxième vague qui a suivi d'ailleurs pas très longtemps, c'est que de plus en plus de CDMO sont détenus en totalité ou en partie par des fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, certains d'entre eux ont des durées de possession de quelques années, en tout cas inférieures à 10 ans. Comment, du coup, vous prenez en compte ces éléments-là dans votre stratégie et vos relations avec les CDMO ? C'est une vraie question, d'autant plus que nous sommes une entreprise familiale. Donc on aime bien, a priori, avant tout, s'engager avec d'autres entreprises familiales. Alors il en existe encore dans le monde de la sous-traitance et des CDMO, mais c'est vrai que l'actionnariat aujourd'hui est très porté par des fonds d'investissement. Alors, je pense que dans le monde de la pharma, on a quand même cette chance que beaucoup de fonds, même s'ils ont des visions qu'on va appeler un peu court terme, dans le monde de la pharma, lorsqu'ils s'engagent, ils savent qu'ils peuvent y être pour plus longtemps, ou en tout cas que ça nécessite à la fois des investissements et une vision un peu plus longue que les simples tours de table de 3-4 ans. D'accord. Pour autant, c'est relativement nouveau pour nous, puisqu'on essaye, là aussi, lorsqu'on sélectionne des partenaires dont les actionnaires sont des fonds, de rencontrer les propriétaires des fonds. Donc, dernièrement, pour un petit exemple, je ne citerai pas le sous-traitant, mais il y a une quinzaine de jours, nous avons eu la visite à Clermont, justement, des représentants de fonds d'un nouveau partenaire qui viennent nous expliquer leur stratégie. C'est important qu'on ait cet échange, qu'on ait ce feeling avec eux et qu'on voit pourquoi les propres fonds se sont engagés dans ce domaine d'activité. D'accord. Donc ça, c'est les aspects plus stratégiques. Si on arrive maintenant un peu plus sur l'horizon un peu plus court terme ou l'horizon tactique, pour ceux qui aiment bien la supply chain, comment vous pilotez ces partenariats avec ces CDMO, notamment face à la volatilité de la demande qu'on peut maintenant observer dans beaucoup de secteurs, et la pharma ne fait pas exception? On essaye vraiment d'engager les échanges à plusieurs niveaux de pilotage. Donc on a parlé un peu du stratégique. Sur un niveau plus tactique, avec les partenaires majeurs, on organise 1 à 2 fois par an des rencontres où on échange
sur un horizon 3-4 ans. L'évolution du secteur, bon, on a la chance d'être dans l'ophtalmologie. Certains de nos partenaires sont aussi spécialisés dans l'ophtalmologie, donc on partage une vision du marché, ce qui nous permet de comprendre un peu les grandes orientations et de partager ces grandes orientations avec eux. Et puis, on essaye de s'assurer que on leur donne le maximum d'éléments de compréhension de nos besoins pour qu'ils puissent aussi s'adapter et adapter leur outil productif ou s'adapter à cette évolution de la demande. Bon, je ne dis pas que ça fonctionne systématiquement, mais c'est vrai que c'est un bon niveau de pilotage et qui est absolument nécessaire pour s'assurer qu'on va être dans une relation pérenne. Et d'un point de vue plus opérationnel, on a développé un concept qui peuvent s'apparenter avec usine virtuelle. Nous, on lui a donné un petit nom différent, mais on a un groupe de collaborateurs dans les métiers clés qui sont en relation avec les partenaires, les achats, la supply chain, la qualité et puis le développement, qui, sur une base plutôt mensuelle, eux discutent et se rencontrent pour aborder l'ensemble des questions, mais d'un point de vue transverse. Pour piloter comme si eux-mêmes faisaient partie de cette usine ou de ce groupe d'usines. D'accord. Vous avez des moyens dédiés chez vos CDMO, ou des moyens que vous financez, ou vous êtes finalement dépendant d'autres clients qui vont aussi passer les commandes et qui vont du coup vous allez vous reposer sur le CDMO pour faire les arbitrages, les priorités? Alors, on a un peu tous les cas de figure, mais sur nos technologies clés, nos produits stratégiques, lorsque je vous parlais d'engagement, nous engageons à donner une certaine volumétrie, avec un peu de flexibilité qui est discuté avant. En retour, on attend l'engagement du partenaire pour répondre à ses besoins. Ok. Et alors, du coup, en termes de réponse à ses besoins, les défis que vous voyez aujourd'hui sur notamment tout ce qui tourne autour du management de la performance de ces partenaires? On a des vrais enjeux autour de la réglementation, de la mise aux normes en fait des usines. C'est un vrai sujet parce que ça nécessite beaucoup d'investissement. Et donc ça fait partie vraiment d'un des points d'accompagnement. On a de la performance industrielle pure. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on suit. On essaye de se donner collectivement des objectifs. Vous les accompagnez sur des diagnostics ou des phases d'amélioration, ou vous les laissez, vous fixez l'objectif avec eux et vous les laissez faire? Alors jusqu'à maintenant, on les laissait plutôt faire. On pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le bon moment pour rentrer plus en collaboration. Et justement, on vient de créer chez nous une nouvelle fonction d'amélioration continue et performance fournisseur, d'un point de vue industriel, pour vraiment apporter du support. Et étant donné qu'on a un certain nombre ou d'usines en propre ou de partenaires qui fabriquent les mêmes références ou les mêmes types de produits, on pense qu'il y a un vrai avantage à essayer de développer un peu une communauté et de se benchmarker, comme on dit, se comparer et de regarder qui a des bonnes pratiques. Donc on a besoin de progresser dans ce domaine-là. D'accord. Donc il y a cet aspect, on va dire, performance industrielle pure, et puis il y a une performance économique aussi qui est importante, puisque on est dans une industrie qui est aussi réglementée d'un point de vue des prix et qu'on obtient relativement peu souvent des hausses de prix. On est plutôt tendance à la baisse et que ça met une certaine pression aussi sur les prix et donc sur les partenaires. Donc on est, par la force des choses, obligé de regarder de quelle manière on peut aussi s'améliorer économiquement ou de maintenir en tout cas un cap économique au cours de ces relations, de ces années de relations. Et c'est du coup, j'imagine, plutôt dans une logique de partage des gains ou partage des réductions, partage de la valeur d'une certaine manière? C'est vraiment dedans, puisque in fine, ce qui compte avant tout, c'est qu'on ait une disponibilité produit et qu'on puisse répondre aux besoins des patients. D'accord. Et alors, à force d'externaliser, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre savoir-faire? Alors c'est une crainte, c'est un point d'attention. Donc c'est pour ça que cet équilibre entre un peu d'interne et de l'externe est très important. Ça permet au moins en interne d'avoir certaines connaissances. Et puis ces unités de management de nos partenaires
ont pour vocation justement à être au contact avec l'ensemble des équipes et continuer à développer leurs connaissances et leurs compétences dans les domaines pharmaceutiques. C'est vraiment clé. C'est un défi quotidien, puisqu'on n'est pas tous les jours derrière la ligne ou aux opérations, mais c'est fondamental. Donc oui, on continue non seulement à recruter, mais à former des personnes autour de ces métiers, de l'industrie, du process et de la gestion supply des sites. Très bien, tout ceci est vraiment inspirant, David. Merci beaucoup pour votre témoignage. On donne rendez-vous à nos auditeurs pour notre prochain épisode de notre podcast Regard croisé sur les opérations pharmaceutiques, où nous donnons la parole à des professionnels des opérations dans le secteur Life Science. Merci Fabrice. À bientôt.